Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, nous nous retrouvons en direct sur Facebook et c'est une première également sur Instagram pour une heure de questions-réponses en compagnie d'Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de Clermont-Auvergne Métropole. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Mais avant de débuter et de prendre les premières questions, permettez-moi, monsieur Bianchi, de revenir en guise d'introduction sur les 4 réunions publiques que vous avez tenues dernièrement. Des réunions ainsi que le rendez-vous de ce soir auquel vous êtes très attaché, puisqu'ils ont lieu chaque année depuis votre élection en 2020. Des réunions qui ont été très suivies et fort logiquement, beaucoup de questions vous ont été posées sur les travaux, le projet Inspire, la sécurité et aussi la végétalisation. D'une manière générale, que retenez-vous de ces rendez-vous ? Depuis le début, moi j'ai pensé qu'au moment où il y avait une prise de distance entre le politique et les citoyens, il fallait renouer avec une forme de proximité et d'échange. Donc ces réunions que nous menons depuis 2014, c'est des rendez-vous pour être assurés que sans filtre, nous puissions à la fois entendre les questions, les inquiétudes, les interrogations, les encouragements quelquefois de la population clermontoise et en même temps qu'on puisse nous, donc ça nourrit notre réflexion et qu'on puisse nous apporter des explications, quelquefois mettre de la nuance ou expliquer pédagogiquement les complexités auxquelles nous sommes confrontés. Donc moi je suis toujours ravi et c'est jusqu'à la fin de ce mandat, c'est un engagement que je continuerai à faire vivre parce que je crois qu'il est très utile pour la démocratie locale. Alors sans plus tarder, on attaque avec les premières questions. La première, elle est de Bapitaba de l'Instagram de la ville. Bonjour, pourquoi les travaux dans différentes routes prennent autant de temps? Avez-vous pensé aux usagers avant? Bien sûr, ceux qui pensent qu'on a lancé ces opérations sans préparation, d'ailleurs des préparations qui ont été conduites par des professionnels, des ingénieurs, des spécialistes, pas par le maire tout seul dans un coin de table. Mais il fallait à la fois faire 27 km de transport public en site propre. Ça veut dire que, comme tout allait être neuf, il fallait refaire les sous-sols. Et donc, notamment les tuyaux d'eau, avec en plus la perspective que l'eau soit une richesse qui soit très rare dans les années qui viennent, il fallait qu'on ait des tuyaux neufs. Et puis, nous mettons en place des réseaux de chaleur, là aussi en sous-sol, qui vont permettre de faire des économies d'énergie pour beaucoup de nos concitoyens. Donc oui, on a bien pensé à tout ça. Et ce qui aurait été une erreur, qu'on nous aurait certainement reproché, ça aurait été de faire tout neuf des rues et des routes pour les bus et d'être obligé de les casser dans 2 ans pour une réparation d'un tuyau d'eau qui est repercé. Alors, question suivante de monsieur Franck sur Instagram. Comment faire cesser les troubles de voisinage qui durent et perdurent depuis plus de 9 ans? C'est une question compliquée parce qu'en fait, nous sommes une ville étudiante, une ville jeune, 50 000 habitants au moins de 25 ans. Et donc, il y a beaucoup d'établissements de soirée, de nuit, des bars, des restaurants. Et donc, il y a comme ça des voisinages compliqués avec les habitants. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons des médiateurs. Nous essayons de rencontrer les établissements. L'adjoint au commerce en rencontre beaucoup. Nous sommes vigilants sur les autorisations et le respect de ces autorisations. La police municipale, notamment la brigade de soirée, intervient de plus en plus dans ces situations. Mais si les choses ne peuvent pas se régler sur un gentleman agreement entre l'établissement et ses voisins, alors des fois on monte le jeu, hein, il faut des chuchoteurs, il y a tout cet environnement qu'on met en place. Si on n'y arrive pas, il faut saisir les pouvoirs publics et notamment la police, la justice, la ville aussi, car on peut aller jusqu'à une fermeture administrative si il s'avérait que les bruits, les conflits de voisinage étaient d'une telle dimension que la raison de chacun ne pourrait suffire pour trouver la paix. Alors, on change de sujet avec Fabrice Parmel qui vous demande, le grand âge est un enjeu central, il y a un manque de places en EHPAD, beaucoup d'attentes dans ceux de la ville. Allez-vous augmenter les places et les réserver aux Clermontois? Alors, d'abord, il a raison, il y a vraiment, et puis ça va être un phénomène qui va se renforcer, puisque le vieillissement de la population nationale, mais a fortiori de la population clermontoise est vraiment très important dans les années qui viennent. Simplement, les EHPAD publics ne sont construits que sur autorisation du ministère de la Santé. Donc, depuis, nous n'avons pas obtenu ces autorisations. On a même des réserves foncières, pour tout dire. Donc, on se tient prêt s'il était nécessaire. Aujourd'hui, il y a environ 500 places
pour les personnes âgées en EHPAD, un peu plus. Si on a des listes d'attente, on essaye d'être le plus rapide possible quand une place se libère. Réservé aux Clermontois, 59% à peu près des résidents de nos EHPAD sont Clermontois, mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on a par exemple quelqu'un qui relève d'un Alzheimer très, je dirais, profond, s'il ne trouve pas de place ailleurs, l'urgence pour la famille, pour la personne, c'est de la sécuriser. Si c'est à Clermont, c'est comme ça. Donc non, il n'y aura pas de réservation, mais évidemment que les 2 tiers de nos résidents, enfin un peu plus de la moitié de nos résidents sont clermontois. Alors, nous avons Laetitia sur Insta et Fabrice par mail qui se rejoignent dans leurs questions. Inspire est une bonne chose. Seriez-vous prêt à aller encore plus loin en élargissant la gratuité des bus en semaine? Pourquoi pas en organisant un référendum? Pour financer, augmenter le prix de stationnement en fonction du bilan carbone des véhicules. Alors, il y a beaucoup de questions. La gratuité du week-end, elle a été prolongée jusqu'en 2027. Ça, c'est la première décision que les élus ont prise, et je pense que c'est une bonne chose. La gratuité permanente, elle coûte 15 millions d'euros. Et qu'il faut annuellement trouver 15 millions d'euros. Ce qui aide aujourd'hui au financement des transports, c'est ce qu'on appelle le versement transport. Il est payé par vos entreprises, ce n'est pas l'argent des contribuables, et il est déjà au maximum que la loi autorise, c'est-à-dire 2%. Donc il n'y aura pas de ce côté-là de ressources supplémentaires. Et donc si nous devons trouver ces 15 millions, il faudra les prendre ailleurs. Au moment où il y aura peut-être nécessité d'investir encore sur la ligne A, j'imagine qu'il y aura des questions sur le tramway. Et donc, oui, peut-être que le référendum est une solution, nous y réfléchirons. Le référendum pourrait d'ailleurs être du style qui paye, l'usager ou le contribuable. Mais je ne voudrais pas biaiser, donc y compris trouver la formulation sera extrêmement importante pour avoir un grand débat public. C'est une hypothèse que nous n'excluons pas. Par ailleurs, peut-être qu'il y aura des élargissements de la gratuité. On peut faire ça par étapes. Et puis enfin, en sanctionnant les véhicules suivant sur le stationnement, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Il y a eu un débat dans une grande ville. On me reproche souvent de lui ressembler. Nous arrivons à un moment où Inspire a créé, on l'a bien compris, des tensions, des inquiétudes. Je pense qu'honnêtement, il faudrait peut-être que nous testions ce fonctionnement, que les émotions s'apaisent un peu avant de repartir sur de nouvelles contraintes pour les uns et pour les autres. On poursuit sur Insta avec Mariby qui vous demande « Pouvez-vous stopper les constructions massives d'immeubles de promoteurs ?» Alors en réalité, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cet exercice du Facebook Live, c'est une question qui revient souvent, pas vraiment, puisque quand un propriétaire privé d'un terrain vend à un promoteur privé, la seule règle qui est la mienne, c'est celle de voir si elle respecte le plan local de l'urbanisme. Donc ça, c'est la possibilité. Très sincèrement, elles l'ont à 99%, je n'ai pas le souvenir, elles l'ont respecté. Donc en fait, je n'ai pas de moyen autre que celui-ci. Par ailleurs, vous l'aurez constaté, il y a une crise de l'immobilier qui est en train de se faire jour, et même maintenant, on est au cœur, au niveau national comme à Clermont-Ferrand. Et donc, on a même des permis de construire qui ne seront certainement pas honorés. Si vous êtes observateur, il y a moins de grues dans le ciel clermontois qu'il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans. Donc, je soupçonne qu'il y aura moins de construction dans les années à venir et les gens auront moins le sentiment d'une bétonisation, parce que c'est le sujet. Je rappelle aussi qu'à Clermont-Ferrand, 12 000 personnes cherchent encore un logement. Avant de poursuivre, je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions en live dans les commentaires. Ruben sur Facebook, Ruben DS, quand allez-vous réaliser les 30 embauches policières promises? D'abord, les policiers, on en recrute, on en a déjà recruté un certain nombre, notamment pour la brigade de soirée qui n'existait pas. Et j'ai dit qu'il y aurait entre 20 et 30 policiers à la fin de ce mandat supplémentaire à la ville de Clermont-Ferrand. Conformément à ce que je me suis engagé, je pense qu'on sera sur 20 policiers supplémentaires à la ville de Clermont à la fin de ce mandat, c'est-à-dire dans les 2 ans. D'ailleurs, des délibérations vont s'échelonner jusqu'à la fin de ce mandat, qui ouvriront les postes et le recrutement. Donc, nous tiendrons nos engagements. On poursuit avec Rapierre de Chamalières sur Insta. Stop à la destruction des forêts à Roya. Trop de projets immobiliers et urbanisation des sols. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de projets immobiliers qui détruisent des forêts à Roya, mais
évidemment que nous sommes vigilants. Si cela ne respecte pas le futur plan intercommunal de l'urbanisme, le PLUI, alors ça ne sera pas possible. Et donc, notamment dans les règles que nous allons édicter, qui seront adoptées au mois de juin par les élus de Clermont-Auvergne Métropole, il y a justement la protection des espaces boisés. Donc je pense qu'il y aura des solutions pour éviter que les forêts soient détruites. On ne peut pas, au moment où on fait la loi ZAN et où on protège les territoires agricoles, sacrifier aussi nos forêts. Donc évidemment, c'est des espaces que nous devons protéger. Stéphane David, par mail, vous dit « Bonsoir, monsieur le maire. Il est agréable de voir la ville se végétaliser d'année en année. Cependant, je suis surpris que ces nouvelles réalisations paysagères ne soient pas régulièrement entretenues. Par exemple, avenue Charras, avez-vous prévu de renforcer les équipes des espaces verts afin de bien entretenir l'ensemble des espaces paysagers présents et à venir ?» Alors, c'est une question très importante puisque effectivement, on végétalise de plus en plus. Il y a de plus en plus d'espaces et donc il faudra naturellement plus de personnes dans les services des espaces verts qui, pour ce qui me concerne, sont à la métropole. Et donc, oui, il faudra recruter, et notamment quand on annonce le futur parc des Petites Sœurs des Pauvres, le futur parc de Saint-Jean, celui de Saint-Jacques, évidemment que ce n'est pas à effectif constant qu'on pourra continuer à entretenir cela. Par ailleurs, en l'espèce, sur le cas de la rue Charras, elle est entretenue tous les jours. Et là, je m'inscris en faux avec cette analyse. Elle est entretenue tous les jours, puisque justement, c'était un endroit qu'on voulait exemplaire et peut-être une sorte de projection de ce que pourraient être nos espaces publics dans les années qui viennent. Simplement, nous constatons deux choses. La première, c'est qu'il y a encore trop d'incivilité, au même titre que d'ailleurs sur d'autres sujets, j'imagine qu'on y reviendra. J'ai par exemple des commerçants, on a pu le constater, qui jettent des huiles de vidange dans ces carrés de végétalisation. Alors évidemment, les plantations, vous l'aurez compris, n'ont pas beaucoup supporté. Notamment au plus en bas de la rue, j'ai des endroits qui ont été quasiment détruits. Il y a aujourd'hui une étude qui a été faite, enfin un devis en quelque sorte. Il faudrait dépenser 60 000 € pour les remettre en état. J'ai décidé de ne pas le faire parce que je ne vais pas courir à l'échalote pour reconstruire pour 60 000 €. C'est de l'argent public pour que ça soit redétruit dans un an et qu'on ait à nouveau. Donc il faut un travail pédagogique. Il faut aussi que chacun prenne conscience qu'il est dépositaire d'une partie de la réussite du projet de la ville. Et puis enfin, pour quelques-uns qui adorent les photographies sur les réseaux sociaux, je les invite à prendre des photos plutôt au printemps et en été qu'en hiver, parce qu'évidemment, c'est toujours moins impressionnant. Et souvent, ça sert d'ailleurs d'exemple pour dire que c'est terrible, mais même une forêt, elle est moins feuillue en hiver qu'en été. Alors, sur Insta, Jean Baz, à quand une piste cyclable entre Clermont et Royat? Vive la sécurité sur ce tronçon. C'est une très bonne question, puisque dans le cadre d'Inspire, une piste cyclable était prévue, puisque la ligne de transport public partant de Royat, allant à Chamalières jusqu'à la place de Jaude pour finir ensuite en circulant jusqu'à Aulnat et Cournon pour la ligne B, C et A et C, pardon. Il y avait un site propre. Nous avons une règle dans notre métropole, c'est que des maires, quand ils s'opposent à un projet, ont droit de veto. Le maire de Chamalières, pas le cas du maire de Royat qui en était volontaire, le maire de Royat n'a pas souhaité que les aménagements en site propre soient faits. Donc pas d'aménagement en site propre, ça veut dire pas de piste cyclable. Je crois que c'est un mauvais choix, mais je ne désespère pas que dans quelques années, tout le monde reviendra à des situations plus rationnelles et que peut-être on pourra reconstruire ce site propre et cette piste cyclable qui était bien prévue au projet. Fred Filias sur Insta, après la première phase des travaux au stade Montpied, la deuxième phase aura-t-elle lieu? Non. La première phase, et je sais que nous en parlerons certainement d'ailleurs à l'occasion du vote du budget demain au Conseil métropolitain, le stade, la première phase coûte beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Et donc, à ce jour, et dans les perspectives au moins de 5 ou 6 ans, au moins, et même peut-être au plus bas, il n'y aura pas ni la phase 2 ni la phase 3 qui seront lancées. On se contentera jusqu'à ce que nous ayons les moyens de ce stade qui aura maintenant 2 tribunes définitives, dans lequel, dans la deuxième, je rappelle, il y a aussi un gymnase pour les associations du quartier, et puis les 2 tribunes qui sont dans les virages, enfin dans les tours, seront maintenues telles qu'elles sont aujourd'hui. On poursuit sur Facebook avec Sébastien. Bonjour à Loradou et Saint-Jacques. Que faire avec tous les incendies de poubelles, maisons de quartier et voitures abîmées?
Oui, ça fait partie de ces incivilités qui sont insupportables pour tous. D'abord pour le maire que je suis, parce que pour les équipes municipales qui, du coup, se retrouvent avec du travail, des dépenses supplémentaires. Pour les habitants, évidemment, qui n'en peuvent plus. À Saint-Jacques, par exemple, le centre Alexis Piron, qui a eu un début d'incendie qui en a endommagé un gros tiers, est parti, au fond, d'un mauvais comportement. Ce n'est pas un incendie criminel. C'est des mégots de cigarettes sur des tas de feuilles au milieu de détritus et qui s'est consumé, puis a pris feu et a mis le feu à une partie du bâtiment. Donc là encore, nous ne pourrons pas mettre un policier derrière chacun d'entre nous. Et donc c'est à chacun de réfléchir à son comportement et de ne pas jeter ses mégots de cigarettes dans des tas de papier au pied des immeubles ou au pied des poubelles ou au pied des établissements publics. Mais nous continuons à être extrêmement vigilants et l'entretien de la voirie, le nettoyage régulier, les équipes qui viennent enlever très régulièrement les encombrants font partie de ceux qui participent de la prévention, mais rien ne remplacera le civisme des gens. On revient plus précisément sur la sécurité avec Floxan sur Insta. C'est quoi la brigade de soirée? La brigade de soirée, c'est une brigade composée de 9 agents qui patrouillent jusqu'à 1h du matin sur la ville, les jeudis, vendredis et samedis soirs, et qui participent de l'apaisement, de la surveillance des soirées, du bruit, des noctambules, quelquefois de ceux qui sont en alcoolémie sur l'espace public. Moi, j'ai tous les matins le compte-rendu, puisqu'ensuite, à 1h du matin, ils tapent les comptes-rendus, ils font leur rapport, et donc ils interviennent beaucoup. Je vais présenter à la presse, dans quelques semaines, une statistique de ce qu'ils font, parce qu'ils font un travail absolument important, et ils sont secondés par ce qu'on appelle le CSU, c'est-à-dire le Centre de supervision urbaine, qui jusqu'à 1h ou 2h du matin surveille les espaces publics, signale à ses patrouilles et à ses équipes les endroits où il y a du grabuge, où il faut qu'ils interviennent. Et dès la fermeture de ce centre, ensuite les caméras sont basculées sur ceux de la police nationale. Donc quelquefois j'entends sur les réseaux qu'il n'y a personne qui regarde, que tout ça c'est factice, que ça ferme à 10h du soir. Évidemment, tout ça sont des fakes propagés par ceux qui ont envie d'inquiéter tout le monde, certainement avec des volontés politiques qui ne sont pas tout à fait claires. Alors, une question de Guesby sur votre Instagram. Où en est l'endettement de Clermont-Ferrand? Alors, l'endettement de Clermont-Ferrand, il est plutôt pas mal, puisqu'en fait, depuis maintenant 5-6 ans, nous désendettons la ville. Alors, un peu de pédagogie. Le niveau aujourd'hui d'alerte, le seuil d'alerte de l'endettement, c'est quand vous avez 12 ans pour rembourser votre endettement. 12 ans, c'est-à-dire où vous mobiliseriez l'ensemble de votre budget juste pour désendetter la ville. 12 ans. Et l'endettement de la ville de Clermont-Ferrand est aujourd'hui sous le seuil des 5 ans. Quand on est à plus de 13, on est sous tutelle. Quand on est à 11-12, on est sous alerte. Et nous sommes à 5 ans et demi, 5,2 plus exactement, de taux d'endettement. Donc du côté de l'endettement, aucun souci, tout va bien et tout est maîtrisé. C'est d'ailleurs en partie grâce à ce travail sérieux de nos financiers à la ville que nous allons pouvoir aider aussi notre CCAS à passer le cap difficile dans lequel il est aujourd'hui, comme beaucoup de CCAS en France. On poursuit avec une nouvelle question de Marie-Bi sur Insta. Pensez-vous à une alternative aux coupures d'éclairage public la nuit, entre parenthèses, par rapport à la sécurité des citoyens ? Non, ça nous a apporté beaucoup d'économies d'énergie. C'est un dispositif qui est métropolitain. Nous le faisons sur toutes les villes de la métropole. Alors avec quelques nuances d'horaire dans certains cas, mais globalement, il n'y aura pas de changement. C'est une économie substantielle qui a été importante au moment, je vous le rappelle, quand on a pris cette décision, où nous avions des factures énergétiques qui explosaient les uns et les autres. Et donc, il n'y aura pas de changement pour l'année prochaine. Simplement, je rappelle que tout n'est pas, notamment puisque la question est liée à la sécurité, tous les quartiers ne sont pas éteints. Tous les quartiers qui ont des caméras, comme elles ne sont pas infrarouges, restent allumées. Le long du tram, c'est allumé tout le temps. Le centre-ville, voire quelques quartiers que nous avons maintenus allumés à la demande de la police nationale. Je pense à la gare, par exemple. Tous ces quartiers ne sont pas éteints. Mais ailleurs, oui, c'est éteint.
toutes les études gendarmerie et police, c'est assez contre-intuitif. Je pense que personne ne va beaucoup me croire, mais c'est pourtant une réalité. Je vous invite à chercher sur l'Internet. Tous les rapports des forces de l'ordre nationales démontrent, alors peut-être que c'est contre-intuitif, mais qu'il n'y a pas de hausse de cambriolage et de problèmes dans les endroits qui sont, comment dirais-je, éteint la nuit. D'ailleurs, de plus en plus, un des drames, puisque les cambriolages ont augmenté sur notre territoire, se déroule aussi dans la journée, en l'absence des personnes qui sont au travail. Alors, question sur Insta de Jus de chez Dufipi. Les réunions à 18h30, donc maintenant, c'est pour s'assurer que les commerçants du centre-ville ne soient pas présents? Ce genre de remarque, c'est un peu pervers, c'est nous prêter des intentions que nous n'avons pas. En fait, trouver des horaires compatibles pour les commerçants, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, ils travaillent toujours, ils travaillent souvent, 19 heures. Dans certains commerces, d'ailleurs, la fermeture n'équivaut pas à la fin du travail. Le lundi, naturellement, on pourrait penser que c'est une bonne date, mais en général, et nous n'avons pu déjà le vérifier, les commerçants eux-mêmes, ayant une journée de repos dans une semaine très chargée, ne viennent pas perdre leur temps ou on ne participe pas obligatoirement à ce genre de réunion. Donc 18h30, c'est un compromis. Ça permet aux commerçants d'arriver un peu plus tard, mais ça permet aux familles qui elles-mêmes ont des enfants à charge d'être présents et de pouvoir à 20h aller retrouver les corvées en quelque sorte de parents. Et donc ça, c'est normal. On essaye de trouver le juste milieu. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut dire que pour les commerçants, nous avons privilégié de plus en plus souvent la rencontre directe. Je me rends chez eux, mes réseaux sociaux le montrent assez couramment, et j'ai de ça des possibilités d'échanger, de discuter avec eux. C'est souvent plus apprécié, je crois, pour eux que des réunions. On poursuit avec Jojo qui est ambulancier. À cause de vos travaux, nous perdons énormément de temps. Pouvons-nous emprunter les voies de bus comme le font les taxis? Alors, je pense que je lui dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que nous avons tous les 2 semaines une réunion avec l'État, le préfet, les forces de l'ordre, les forces de sécurité intérieure, les SAMU, ambulanciers, pompiers, pour discuter de ces urgences. Et aujourd'hui, 1 an et demi, 2 ans après le début des travaux, nous n'avons aucune remontée de problème. D'abord parce que très souvent, ils utilisent les voies de bus, et donc on n'a pas de problème avec ça. Et puis parce qu'il y a un civisme réel des citoyens. Et puis en plus, il y a un dispositif informatique que nous avons avec les pompiers et avec le SAMU pour que justement ils connaissent en temps réel les situations de circulation. Mais peut-être que Jojo, c'est ça, oui, est ambulancier privé et qu'il n'est pas véhicule prioritaire. Donc effectivement, dans ce cas-là, il n'est pas concerné par la formule dont je viens de parler, donc je ne mets pas en cause sa parole. Alors sur Facebook, Vincent, bonjour, beaucoup de dépenses et l'inflation en plus. Allez-vous augmenter les impôts et les taxes ordures ménagères? Alors, les impôts, non. La ville de Clermont, j'ai pris un engagement. Il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts depuis 2015. Il n'y en aura pas jusqu'à la fin de ce mandat. Engagement pris, engagement tenu et respecté. Certains, des fois, d'ailleurs, me disent, mais si, notre feuille d'impôt augmente. Alors, encore un peu de pédagogie. Il y a 2 choses dans vos impôts. Il y a ce qu'on appelle le taux et les bases. Les bases, c'est le gouvernement qui décide de les augmenter par un vote au Parlement qui s'appelle la loi de finances, dans le cadre de la loi de finances. Donc effectivement, les bases, ce gouvernement et ce Parlement l'ont augmenté plusieurs fois depuis 2015, ce qui explique l'augmentation que vous vivez. Mais si vous regardez attentivement votre feuille d'impôt, vous avez une deuxième ligne dans laquelle il y a marqué taux d'augmentation ou pas de l'imposition par la collectivité locale, et vous verrez qu'à la ligne mairie, à Clermont-Ferrand, il y a marqué 0, et ce, depuis 2015, et ça durera jusqu'en 2026. Quant aux taxes d'aménagement ou à d'autres taxes, je pense par exemple à l'eau ou à d'autres choses, il faut comprendre que ce sont souvent budgets annexes qui eux-mêmes financent la qualité du service. Alors je vais donner un exemple pour que tout le monde comprenne. Il y a eu un phénomène qui s'appelle l'économie de l'Internet, et donc énormément de cartons. Je pense que tout le monde a pu le constater de visu. Les poubelles jaunes sont de plus en plus remplies. Il faut donc les vider de plus en plus souvent. Nous mettons en place des nouveaux horaires de collecte, parce que là où on passait une fois, bientôt il faudra passer 2 ou 3 fois. Et donc ça a des conséquences. Vous avez un service public supplémentaire. Il est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur un budget annexe. Il faut augmenter cette taxe. Sinon, les poubelles vont se remplir. Et là,
on ne me parlera plus du problème des impôts, on me parlera du problème des rats ou de l'esthétique des rues. Voilà. Donc oui, il peut y avoir des taxes nourrissant des politiques publiques nécessaires et indispensables qui sont en train d'évoluer et qui vont peut-être augmenter ou qui ont augmenté. Mais les impôts locaux, à Clermont, pas d'augmentation jusqu'en 2026. On poursuit avec Anne sur Facebook qui ne vous pose pas de questions, mais qui vous rappelle que la ville peut préempter pour éviter le bétonnage des promoteurs. Non. La ville ne peut préempter que si elle a un intérêt à agir, un intérêt public. Ça veut dire que donc je peux préempter, et ça nous est arrivé, quand nous allons construire une école, une crèche, une piscine, un gymnase, une école, je l'ai peut-être déjà dit, ou un hôpital, enfin. Sauf que tout le monde aura bien compris que je ne peux pas préempter, et je n'ai pas des intérêts à agir publics systématiquement sur toutes les parcelles dont on parle, donc qui sont souvent d'ailleurs, parce qu'en fait c'est ça la question qui est posée, souvent des maisons individuelles du 19e siècle, qui sont sur des surfaces qui paraissent grandes dans une ville, qui sont souvent remplacées d'ailleurs par des immeubles, permet de densifier les habitations et donc de ne plus construire en élargissant la commune sur les terrains agricoles dont nous aurons bien besoin dans les années à venir. Donc s'il y a moins d'étalement, il y a plus de densification. Mais en même temps, ces parcelles sont souvent trop petites pour qu'on y mette un établissement public recevant ce qu'on appelle un ERP, un établissement recevant du public, et un bâtiment public, une école, une crèche. Souvent, ça prend beaucoup plus de place qu'un simple immeuble. Donc non, ça n'est pas vrai, ça n'est pas possible. Mais ça peut être possible si j'ai un intérêt à agir. Quand ça l'est, nous le faisons. Mais ça n'est pas systématique. Alors, on revient sur le sujet des EHPAD avec Cathy sur Instagram. Comment améliorer les conditions de vie dans les EHPAD ? Il faut d'abord 93% des gens qui sont dans les EHPAD publics de la ville de Clermont-Ferrand, les 7 EHPAD publics de la ville de Clermont, les habitants, les usagers, sont 93% à se satisfaire du service et recommanderaient cet établissement. Donc il ne faut pas mélanger les EHPAD publics de la ville de ceux qui ont défrayé la chronique du réseau Orpea, par exemple. Nous ne sommes ni dans le calcul du nombre de couches, ni dans le calcul du grammage des yaourts. Et nous avons des personnels très engagés, très empathiques, très bienveillants, et qui font un travail remarquable. Donc nous veillons. Alors il y a des contrôles, il y a un travail normal de regard sur ce qui est fait. Il y a de temps en temps des études qui sont faites auprès des résidents pour mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Quand nous pouvons, nous le faisons. Mais je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il y ait de problèmes vraiment scandaleux, comme l'a pu le constater dans des établissements privés. Mais tout le monde comprendra bien. Nous sommes, et c'est pour ça que nous traversons une période de déficit, nous ne faisons pas de l'argent sur le dos de nos résidents. Nous sommes un service public. Nous ne sommes pas là pour en gagner. Nous sommes là pour protéger et défendre les plus fragiles d'entre nous. Alors, par mail, Thierry nous demande « Un parent isolé non clermontois amené à scolariser son enfant à Clermont paye aussi cher le repas à la cantine que la plus riche des familles clermontoises. C'est un scandale. Comptez-vous y mettre fin ?» Non, ça n'est pas un scandale. Et c'est très intéressant parce que les situations particulières, et on en reparlera peut-être, ce n'est pas l'intérêt général. Alors, je vais essayer de m'expliquer, mais je pense que la personne qui pose la question nous l'a déjà posée, peut-être même, je crois, la connaître et l'avoir croisée, puisqu'elle m'avait posé cette question. Nous avons des parents qui ont des enfants qui ont des handicaps lourds et qui ne peuvent aller que dans certaines classes de Clermont-Ferrand, notamment à Chantrane. En 2014, quand je suis arrivé, j'ai décidé que nous n'appliquerions pas la surtarification, parce que je considérais que pour ces familles-là, c'était déjà une double peine de leur dire qu'ils n'avaient pas d'autre solution que de venir bénéficier de cette école, puisqu'il n'y a qu'à Clermont-Ferrand qu'on la trouve, en tout cas sur la métropole. Donc ça, c'est pas vrai. Ils ne payent pas le tarif le plus haut, et ça serait même inique qu'ils le soient. Par contre, quand vous êtes résident dans une commune d'une métropole et que par souci personnel, pour vous faciliter vos transports, parce que c'est à côté de votre travail, vous décidez de déroger à la carte scolaire, vous ne bénéficiez pas des avantages des contribuables clermontois. Et vous payez donc le tarif le plus haut, de je crois 7 € et quelques, et c'est comme ça. À un moment d'ailleurs, puisque ces habitants souvent ne sont pas très nombreux, on peut même les compter en moins d'une centaine, ces habitants ont des communes de résidence. Donc, comme président de la métropole, je me suis tourné vers ces maires en disant, voilà, il y a des parents qui se plaignent, il semble qu'ils vivent ça comme une injustice, ils sont habitants de telle ou telle commune,
Est-ce que vous voulez prendre une part à la contribution de leur cantine, puisqu'ils ont choisi par commodité personnelle de déroger à la carte scolaire? Les maires m'ont tous répondu, quel que soit leur bord politique, non. Eh ben, moi, je suis comptable de l'argent des Clermontois, et donc je ne suis pas d'accord. Je ne peux qu'inviter ces parents à mettre leurs enfants, s'ils veulent bénéficier des tarifs sociaux, dans les cantines qui relèvent de leur habitation. Alors, sur Facebook, Soupeille vous demande, suite à l'accident mortel au carrefour de la rue des Planchettes et Marchadier, sous la Rodade, un aménagement est-il prévu? Les aménagements ne règlent pas tout. Cette ville, d'ailleurs, en partie, ceux qui disent qu'elle est moins jolie, qu'elle s'abîme avec les plots blancs qu'on met un peu partout pour éviter que les gens se garent sur les trottoirs et embêtent les personnes à la mobilité réduite, ou les familles avec des landaux ou des poussettes, ou tout simplement les gens qui veulent passer sur les trottoirs. Les endroits où nous mettons des dodanes pour réduire les vitesses, tous les endroits où nous menons des aménagements sont des aménagements qui coûtent beaucoup d'argent, qui sont souvent nécessairement à remplacer parce qu'ils ont une usure très vite, parce qu'ils n'empêchent pas quelquefois les comportements autoroutiers non respectueux du code de la route. Et donc, la solution, c'est quelque chose qu'on expérimente beaucoup avec Cyril Sineux, adjoint, qui se rend sur place à chaque fois qu'il est sollicité pour regarder les choses. C'est que les gens nous disent, si vous mettiez un feu, si vous mettiez un stop, si vous mettiez une signalétique, si vous faisiez un dodane, souvent on leur dit, non, vous verrez, ça ne changera rien. Mais on est quand même, on le fait très souvent. Et effectivement, les gens nous disent que ça ne change rien, parce qu'en fait, le problème essentiel, le problème de notre société, c'est qu'il n'y a plus de civisme. On ne respecte pas l'autre. On ne vit plus en société. Donc ça, c'est un problème, et je pense qu'il faut que chacun prenne conscience qu'il est responsable. En gros, il faudrait que les gens aillent moins vite sous mes fenêtres, mais moi, je pourrais rouler plus vite pour arriver à mon travail sous les fenêtres des autres. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, en l'espèce, sur le cas de la rue de la Planchette, nous nous rendrons évidemment à l'invitation de cette personne, avec Cyril, pour voir s'il est possible de faire un aménagement, mais par définition, les aménagements ne régleront jamais les comportements de délinquance routière. Une question de Corentin sur Insta avec Dim Damdon. Quand seront-ils finis les travaux Inspire et les travaux Côte Blatin? Alors, il y a plusieurs dates très différentes. Les boulevards Sud, l'avenue d'Italie, tout ça va se terminer au fin du printemps, vers la fin du mois de mai, au plus tard. Donc là, un grand nombre d'axes de circulation qui vont aider au désengorgement de certains endroits vont être rendus aux automobilistes et aux bus et aux vélos. Donc là, c'est une première époque et une première période où je pense on va commencer à sentir la désaccélération des travaux et de ses conséquences. Ensuite, en août 2025, une grande partie des travaux Inspire seront pour l'essentiel terminés. Et puis quelques aménagements, pas toujours d'ailleurs sur Clermont-Ferrand, mais dans d'autres communes, ou pour quelques cas à Clermont-Ferrand, se termineront plutôt autour de septembre-octobre 25. Et en gros, on pourra dire que les travaux seront bouclés au moment de l'automne 2025. Alors, on reste sur cette problématique des travaux avec la circulation. De Pascal Arbre, une question par mail. Avec les boulevards sud à double sens, comment circuleront les services d'urgence? Ils circuleront sur les voies et ils auront l'occasion de passer ailleurs, d'ailleurs, parce qu'il faut comprendre que le double sens, c'est un ring. En fait, avant, quel est le principe, en fait, de ce double sens? C'est que vous puissiez accéder au centre urbain, c'est un centre médiéval, hein, la Butte, et un centre d'époque moderne et du 18e. Donc, pas fait pour le temps des voitures. Ce centre avec des petites rues très resserrées, avec beaucoup de piétons, beaucoup d'habitats, beaucoup de bars, de restaurants, de terrasses, ce centre ne doit plus être traversé du sud au nord et de l'est à l'ouest. C'était des habitudes que nous avions de ville moyenne, et le nombre d'habitants de notre espace urbain, le nombre de véhicules fait qu'aujourd'hui ça ne marche plus. Ce n'est pas les travaux qui ont constitué, je prends souvent cet exemple, le bouchon traditionnel de la place de Lille. Il était bien avant ça, et c'est même un de ces bouchons qui nous a fait réfléchir à comment éviter qu'on traverse le centre-ville, comment proposer une alternative à la voiture avec des bus. Je rappelle qu'après Inspire, vous serez tous, 93% de la population métropolitaine, à moins de 300 mètres d'une station de bus ou à moins de 500 mètres d'une des stations des 3 lignes structurantes, c'est-à-dire tramway et les 2 lignes de bus Inspire. Et donc,
il y aura moins de voitures. Et donc l'idée, c'est que comme on doit quand même aller en voiture au centre-ville, moi j'habite le centre-ville, j'ai une voiture, et il y a des moments où je pars en vacances, où je vais ailleurs, où je vais un peu plus loin, où j'ai besoin de cette voiture, où l'offre par exemple ferroviaire ou de bus n'est pas suffisante. Et donc dans ce cadre-là, je dois sortir au plus près de mon habitation pour être le plus vite sur le ring, pour pouvoir sortir au plus près ensuite des routes qui nous entraînent en dehors de l'espace urbain dense. Et donc, si vous êtes sur un ring qui tourne que dans un sens, de type périphérique, parce que le périphérique, il est à 2 fois 3 voies. Mais si vous êtes comme ça, en fait, vous devez des fois faire un quasiment tour complet ou un demi-tour pour trouver des solutions. Là, vous serez moins nombreux en réalité sur le ring, puisque vous rentrerez plus vite dessus et vous en sortirez plus vite. Donc voilà, et je rappelle que c'est l'organisation des voitures de la ville de Clermont-Ferrand jusque dans les années 70. Hein. Rien à réinventer. Alors on parle avec Yann d'un autre grand projet de notre territoire. Quand pourra-t-on accéder à la bibliothèque métropolitaine à l'Hôtel-Dieu? Très bientôt, j'espère. Les travaux sont complexes parce que c'est un bâtiment historique. Ils avancent bien. Donc j'espère qu'en 2026, dans les premiers trimestres 2026, parce qu'après, une bibliothèque, c'est des travaux, des installations et un déménagement. C'est énormément de documents à déménager, classer, retrier, des CD, des disques, des DVD, des livres évidemment. Et donc tout ça fait que je pense qu'on ne sera, alors je ne suis pas contractuel parce que quelquefois il y a des retards, mais je pense qu'au premier trimestre 2026, nous aurons enfin cette bibliothèque dont je rêve moi-même depuis très longtemps. Une question sur Insta de Romain. Les bus passeront-ils à la Grande Halle avec des horaires pour les spectacles? Oui, c'est justement tout l'intérêt d'Inspire. La ligne qui passera va passer à la Grande Halle et au Zénith. Et c'est une ligne qui arrêtera ses trajets à 1h du matin et qui le reprendra à 5h du matin. Donc dans Inspire, il n'y a pas que des emmerdements, pour parler clairement. Il y a aussi beaucoup de progrès dont tout le monde se satisfera dans quelques années. Comme d'ailleurs, je me permets de le dire, tout le monde a hurlé sur le tramway au moment de sa construction. Et aujourd'hui, 70 000 voyageurs jour et beaucoup de gens qui sont extrêmement satisfaits et qui n'imagineraient pas la ville sans ce tramway. On reste sur le projet Inspire avec Derli qui vous demande pourquoi faire le projet Inspire et à la fois favoriser la destruction de maisons individuelles et mettre à la place des immeubles sociaux. Je crois que je l'ai déjà dit 1000 fois, mais au fond, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ma vision de la ville et celle de la majorité municipale. Pas très grave, hein. On a le droit d'avoir des visions différentes. Mais qu'est-ce que je constate? Nous avons de plus en plus de gens qui n'ont pas de logement, qui sont dans des difficultés et des précarités. Il y a une paupérisation. Le logement social, ce n'est pas toujours pour toute la vie. C'est une trajectoire. On est dans le logement social quand on est jeune, quand on débute dans une carrière. Puis ensuite, on vit une vie de couple, on a peut-être un peu plus d'argent, on décide d'aller ailleurs. Quelquefois, on s'éloigne du centre-ville parce qu'on rêve d'un lotissement avec un bout de jardin, parce qu'on a des enfants qui courent et qui font de la balançoire. Puis quand on a 70 ans, on veut revenir à côté du CHU, donc on reprend un appartement. Et donc on est bien content de trouver des logements neufs qui ont été construits. C'est ça la trajectoire d'une vie. Il faut arrêter d'opposer, de stigmatiser. D'ailleurs, je dis à tous les Clermontois qui en ont marre, je suis un peu provocateur, mais je veux secouer un peu le cocotier pour qu'on arrête de répéter tout le temps les mêmes choses. Les gens qui se plaignent des immeubles qu'on construit à côté des leurs habitent eux-mêmes des immeubles qu'on a construits à côté de gens qui habitaient avant eux. Et donc, ils étaient contents de trouver leur immeuble quand ils l'ont trouvé. Donc, c'est ça l'enjeu du logement aujourd'hui. Nous avons un problème de logement dans toute la France. Et donc oui, on continuera à construire. Vous avez deux façons de construire les choses. Soit vous faites des lotissements, et on va venir à Inspire, de plus en plus loin, et vous étalez nos grandes aires urbaines, avec plus de coûts pour le ramassage des ordures, la fameuse taxe d'enlèvement, parce que les camions bennes, il faut qu'ils aillent dans toutes les rues des lotissements et de plus en plus loin pour aller chercher les ordures. Il faut faire plus de tuyaux d'eau et ça coûte plus cher pour vous amener l'eau. Et donc aujourd'hui, il y a une pensée générale du monde entier, qui est de dire qu'il faut densifier et arrêter de détruire les terres agricoles, sinon nous ne pourrons plus bientôt nous nourrir. Et donc il faut reconcentrer les gens. Donc si vous ne vous étalez pas horizontalement, vous devez vous étaler verticalement. Et donc il faut construire des immeubles. Les immeubles à Clermont-Ferrand n'ont pas des hauteurs stratosphériques. Nous ne sommes ni à New York, ni dans les tours fantastiques de certaines villes chinoises. On n'en est pas encore là. Raison gardée. Nous sommes 150 000 habitants, 23e ville de France. Il y a bien plus important et bien plus dense que nous. Et enfin,
toutes ces maisons construites trop loin des endroits du travail. À Clermont-Ferrand, il y a 110 000 emplois. Et il y a 140 000 habitants, dont 50 000 ont moins de 25 ans. Donc il y a évidemment des gens qui font vivre cette ville et qui y travaillent et qui n'habitent pas cette ville. Plus nous allons les envoyer loin, sans leur offrir des transports publics, plus ils seront obligés naturellement d'utiliser leur voiture. C'est ce qu'on appelle les pendulaires. Et plus ils continueront à être nombreux, plus vous aurez un carrefour des pistes les soirs au moment des départs et les matins au moment des arrivées qui bloquent. Et donc c'est aussi simple que ça, il faut réduire la place de la voiture. Pas parce qu'on punit des gens, pas parce qu'il y en a plein qui ont besoin de leur voiture. Il y a des métiers libéraux, les infirmières à domicile, les artisans, les services de secours, quelquefois vous-même dans votre profession quand vous devez aller plus loin. Mais il y a aussi des gens qui font, ils sont je crois plus de 80% à faire moins de 4 km avec leur voiture. Donc moins de 4 km, eh ben, aujourd'hui, vous aurez une offre de transport public. Donc voilà, ça n'est pas contradictoire de faire un SPIR et de construire des logements. C'est au contraire une pensée qui marie les deux, rapprocher les gens de leur travail, créer des logements à côté des centres de travail. On arrête le zonage qui a été toute l'histoire des créations de villes des années 90, qui était un endroit où on dort, un endroit où on s'amuse, un endroit où on va bosser, les fameuses zones économiques, zones d'aménagement concerté, zones urbaines. On essaye de faire de la mixité fonctionnelle, on remet tout le monde au plus près, on doit en construire donc en centre-ville et dans certains quartiers, parce qu'il y a aussi du travail, ça réduira la place de la voiture, parce que nous pourrons nous y rendre par des modes doux ou par du transport public. Inspire et la densification, c'est l'avenir de nos grands centres urbains. À l'ère de la transition écologique, faut quand même. Moi, je veux bien tout, mais comment peut-on regarder les informations le soir et se rendre compte qu'il n'y a plus d'eau depuis 6 mois ou 4 mois sur le sud-ouest de la France, qu'il y a des endroits où il y a aujourd'hui des inondations 3 fois par mois et où les gens sont au bord du désespoir, qu'il y a ce formidable changement climatique et que tous ceux qui nous disent « ne changeons rien, continuons ». Eh bien moi, vous m'avez élu pour assumer mes responsabilités. Je ne suis pas là pour être adoré ou aimé, je suis là pour remplir les responsabilités qu'on m'a données et préparer l'avenir à son futur. Et puis on jugera, évidemment, c'est tout le temps démocratique, c'est fait pour ça. Alors on continue un peu dans le même domaine avec Patoche sur Facebook. Une catastrophe rue de l'Oradou où chaque centimètre carré a été livré au béton et en supprimant le stationnement et l'accès en double sens. Je ne sais pas si je dois répondre. En fait, d'abord, on l'a beaucoup évoqué dans la réunion. Les avis sont partagés. Il y a des gens qui sont très opposés à ce qu'on fait. Il y en a d'autres qui voient bien la ville qu'on est en train de dessiner et qui partagent notre opinion, quand même. D'abord. Ensuite, sur le stationnement dans l'espace public. Mais en fait, nous constatons un phénomène partout à Clermont-Ferrand. Il y a des places libres dans les sous-sols de tous les immeubles. C'est tellement plus simple. C'est toujours la facilité. C'est tellement plus simple quand on arrive le soir, si on a une place en bas de chez soi, de se garer plutôt que de manœuvrer pour entrer dans le parking souterrain. Et donc, si en plus ça évite de le prendre dans le prix d'achat ou de location, voilà, donc on a ces phénomènes-là. Donc en fait, il y a encore des parkings. Il y a encore des places. On n'est pas à la saturation. Et enfin, nous construisons des parkings à d'autres endroits. Il y a des parkings pour les gens qui travaillent. Je rappelle qu'il y a un parking à 1,50 € place des Buges. Il n'est jamais complet. Quand vous êtes place des Buges, vous êtes à 200 mètres du tram et il est à 1,50 € la journée. Donc changeons un peu nos habitudes, sortons de nos certitudes et regardons comment le monde évolue. Et ce que vous vivez à Clermont-Ferrand, c'est exactement ce que vivent les villes de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon, de Rennes, d'Angers. C'est partout pareil. Les maires, qu'ils soient de gauche ou de droite, mènent les mêmes politiques. Donc, visiblement, même problème, même solution. On poursuit avec Sydney. Quand seront faits les travaux du budget participatif 3, notamment le mini écoparc de Trémonté? Alors, il y a effectivement du retard sur les budgets des budgets participatifs. Alors, je n'ai pas la date tout de suite que je peux donner pour le cas particulier. J'invite la personne à prendre contact avec le service qui organise le budget participatif. On pourra lui donner des détails. Il y a des budgets qui ont été réalisés. Il y en a d'autres qui demandent plus de complexité, plus d'attente, parce que, par exemple, on les a couplés avec des projets de la ville. Je pense notamment autour de... Là, ce n'est pas Trémonté, mais c'est autour de Beaupérat. Et donc, il y a des temps qui sont un peu difficiles. Mais au fond, le budget participatif a vocation à faire toucher du doigt
aux citoyens la réalité de la décision publique. Eh ben, on voit bien aussi que la volonté, c'est une chose, les complexités, les temps institutionnels, les temps financiers et les temps techniques rajoutent quelquefois un délai qu'on trouve bien insupportable, et c'est normal. En tout cas, pour la question précise, hein, j'invite la personne à prendre contact avec le service. On poursuit avec Serandoan sur Insta. Que comptez-vous faire pour les commerces du centre-ville qui sont exsangues? Je ne comprends pas la question. Non, plus exactement, je ne vais pas faire l'imbécile. Quels sont les commerces qui sont exsangues? Non, mais il faut qu'on parle avec sérieux de choses difficiles et avec beaucoup de respect, y compris pour les commerçants. D'abord, il y a des commerces qui ont fermé en centre-ville, parce que je vois des fois on me dit ah, Habitat. Bon, Habitat, ça a fermé dans toute la France. Et si aujourd'hui c'est pas repris, c'est que c'est même pas, les meubles ne sont pas enlevés. Donc visiblement, il y a un petit problème d'évolution post-liquidation. Hein, et c'est pas le maire qui gère ça. Donc il y a des grands groupes, notamment qui ont été impactés par les conséquences de nos consommations Internet. Je pense notamment aux vêtements. Et c'est pour ça qu'il y a des magasins de chaussures, des magasins de vêtements qui ont fermé. Et ces magasins ont fermé dans toute la France. C'est des faillites. Et ça n'a aucun rapport avec la ville de Clermont-Ferrand. Deuxième chose, il y a des magasins qui souffrent aujourd'hui des travaux. Et ça, nous les rencontrons, nous mesurons d'ailleurs leurs difficultés, nous mesurons leurs besoins, et nous avons mis en place une indemnisation, et donc des dossiers qui ne sont pas décidés par nous, mais par la Chambre d'industrie de commerce, par l'ordre des experts comptables, en regardant les chiffres d'affaires, et les gens vont toucher des indemnités sur la base de l'argent public, et c'est bien normal, et ça va les aider à passer ce cap. Tous ceux qui ont des déficits et qui sont concernés par les travaux seront indemnisés. Ça a toujours été l'histoire de Clermont, ça l'a été aussi au moment du tram, ça le sera avec Inspire. Et ceux qui, quelquefois, reçoivent des réponses négatives, je le dis, c'est parce que leur chiffre d'affaires n'a pas baissé. Parce que les magasins ne sont pas, les offres, les situations ne sont pas toutes les mêmes. Enfin, il y a une situation générale. Le taux de vacances commerciales en moyenne en France est de 11%. Le taux de vacances commerciales à Clermont-Ferrand est de 5,2%. Donc en réalité, nous avons plutôt une bonne rotation. Alors, on pourrait rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de commerces de bouche, beaucoup de restaurants, de bars. Il faut continuer à conserver la diversité. Mais là, nous avons une grande enseigne de bricolage qui va s'installer en centre-ville. C'est la preuve qu'il y a bien un avenir pour les commerçants de centre-ville. Et donc, je ne désespère pas. Nous continuerons à faire de la médiation. Nous continuerons à indemniser ceux qui sont concernés. Nous accompagnerons les plus fragiles. L'adjoint au commerce et les services de la ville sont à leur disposition pour regarder et réfléchir avec eux à leur situation. Mais ils ne sont pas exsangues. Et de même qu'à force de le répéter sur les réseaux sociaux, ceux qui le répètent, ceux qui disent « comment on ira à Jaude ? Comment consommer dans le centre-ville ?» Mais continuer à dire ça, c'est s'assurer que plein de gens vont commencer à vous croire et n'iront plus en centre-ville. Dois-je rappeler que les parkings de Jaude 1 et de Jaude 2 sont toujours accessibles et toujours ouverts aux voitures, sur d'ailleurs un passage sur lequel il n'y a aucun travaux. Une question du tram Montpellier-Rhin. À quand le renouvellement du tram ? Le tramway en fer, point d'interrogation. Oui, c'est une bonne question parce que je sais bien qu'elle circule, mais elle est assez transparente puisque j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de m'exprimer sur le sujet. Le tram sur pneus a été une innovation qu'on a eu raison de tenter. Moi, je ne jette pas la pierre à ceux qui l'ont fait. Et a fortiori dans une ville comme Clermont-Ferrand, il y a une relation particulière à la question des pneumatiques. Et si le tram sur pneus qui marche bien avait été acheté dans des centaines de villes dans le monde et en Europe, aujourd'hui, le tram roulerait, l'entreprise LOR se porterait bien, elle vendrait encore des trams et on pourrait continuer. On aurait même peut-être pu faire un autre tram sur pneus sur l'hypothèse de la ligne B. Simplement, aujourd'hui, il n'y a pas de tram sur pneus ailleurs qu'à Clermont-Ferrand et dans 4 autres villes du monde. C'est au fond, les gens, c'est un peu la formule choquante, mais c'est un peu la VHS du transport public. C'était une belle idée, mais elle n'a pas prise. Donc aujourd'hui, vous avez Medellín, vous avez Mestre-Padoue, vous avez Paris sur le boulevard des Maréchaux, avec la RATP, excusez du peu, et vous avez Clermont-Ferrand. Il y a 2 villes chinoises, mais je ne les compte pas beaucoup, parce qu'en Chine, je crois même qu'ils ont arrêté ces lignes. Donc aujourd'hui, ces 4 villes, nous avons fabriqué un consortium ensemble. Je
J'ai pris l'initiative de ça, et nos ingénieurs travaillent avec ceux de Medellín, avec ceux de Padoue, avec ceux de Venise, enfin de Mestre plus exactement, et de Padoue, pour essayer de trouver des réparations, pour entretenir pour gérer notre parc. Car notre tram, il faut que, si nous arrivons à le faire tenir jusqu'en 2030, et donc nous avons un accord avec les ACC aujourd'hui pour une rénovation régulière de nos rames, si nous arrivons à le faire tourner jusqu'en 2030, nous aurons rentabilisé l'investissement. Et donc il sera temps de passer à un autre mode de transport sur cette ligne. Il y aura deux hypothèses. Il y aura une hypothèse moins coûteuse, qui est de faire une troisième ligne de transport public en site propre sur des bus électriques. Il y en a 70 km à Nantes, hein, donc on pourrait en faire quelques-uns de plus à Clermont-Ferrand. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas la solution qui a ma préférence. À ce stade, je préférerais, parce que cette ligne A, elle est structurante, qu'elle est symbolique, que c'est un tramway, et qu'au fond, je ne voudrais pas que les habitants aient le sentiment qu'on déroge. Je pense qu'il faut qu'on fasse un tramway sur fer. Alors, l'avantage, c'est que le site propre existe déjà, le tracé est là, donc il y aura certainement quelques travaux, mais ils seront beaucoup moins impactants que ce qu'on... Il faut que pour qu'il soit mûr dans les années 2030, il faut commencer à y travailler dès l'après-élection municipale, en faisant des études, en regardant les choses, et il y aura peut-être, pour être très transparent avec tout le monde, une ou deux questions qui sont des questions très techniques. Est-ce que les trams de 2030 fer pourront monter le viaduc en termes de poids? C'est une question, Saint-Jacques. Ou alors faudra-t-il qu'ils passent par un autre point de circulation? Et puis il y a 2 ou 3 virages dont les courbes ne sont pas des courbes adaptables pour du ferroviaire, donc du rail. Et donc il y aura peut-être aussi à changer quelques endroits sur le site propre. Mais globalement, voilà. Et donc il y aura encore une fois à réfléchir tous ensemble à l'investissement qu'il faudra faire. Je dis une précaution si jamais ceux qui ont à prendre ces décisions dans les années à venir, si je n'étais pas encore là ou plus là. Je dis juste une chose, ne faisons pas le syndrome de la SNCF avec l'Intercité. N'attendons pas trop longtemps pour prendre les décisions. Parce que toutes les décisions, toutes les discussions, toute la démocratie contributive, si elle dure trop longtemps, on risque d'avoir des pannes. Et là, on aura 70 000 voyageurs jour qui devront trouver d'autres alternatives. Et je pense que ça sera très douloureux pour notre métropole. Donc oui, dès les années qui viennent, il va falloir mettre ce débat sur la table, et du débat public et du débat politique. Alors, on a une question de Sidi qui se dit que les pistes cyclables où il n'y a pas de vélo, c'est gênant. Faut-il construire des ponts là où les gens traversent à la nage? C'est ma réponse. Moi, j'ai connu des villes où il n'y avait pas de piste cyclable il y a 10 ans. Et où au début, on a dit il y a 3 vélos et demi. Aujourd'hui, dans ces villes, j'observe des bouchons de vélos au feu rouge. J'observe que ce phénomène a pris une ampleur extraordinaire. Le débat sur le vélo à Clermont-Ferrand, dans les années 2014, lors de ma première candidature, et en fortiori avant, dans les années 2001 et 2008, il était porté par quelques aficionados, quelques gens convaincus, mais qui étaient très minoritaires, et on ne voyait pas beaucoup de vélos. Puis ensuite, on a fait ces vélos, on a commencé à faire des abonnements gratuits, puis on a vu, tout le monde peut le constater, que la pratique a beaucoup augmenté, qu'elle s'est beaucoup démocratisée. Il y a des gens plus âgés, des gens plus jeunes, des enfants. Et donc, le vélo électrique, d'ailleurs, a certainement contribué, dans une ville comme la nôtre, avec sa topographie particulière, à mettre plus de gens sur les vélos. Et donc, il y a des endroits où il n'y a pas de vélo, mais madame, elle ne stationne pas au bord de la route pour les compter. Elle le dit quand elle est dans sa voiture et où elle reste sur cette piste, ou en tout cas voisine de cette piste, sur 5-10 minutes. Mais est-ce qu'elle sait ce qui se passe tout le reste du temps? Et donc, nous avons des endroits où nous faisons des comptages. Les vélos ont doublé, voire triplé. Il y a de plus en plus de vélos. Et plus il y aura d'offres, plus le circuit sera complet, plus l'ensemble des pistes seront sécurisées, plus il y aura de gens sur les vélos. Donc non, là encore, c'est des tartes à la crème qui ne sont pas la réalité du comportement des gens. Et je ne me laisserai pas, comment dirais-je, tenter par l'abandon d'un soutien inconditionnel aux politiques de vélo et de déplacement doux dans cette ville. Le Bar Baptiste sur Insta vous demande: le réseau de bus T2C va-t-il en dehors de la métropole pour réduire les bouchons? Est-ce que la T2C, ça va réduire les bouchons? Est-ce que la T2C va en dehors de la métropole pour réduire les bouchons? Ben oui, puisque sur Inspire, il y a les 2 lignes que vous connaissez, qui vont concerner donc Roya,
Chamalières, Clermont, Cournon, Aulnat. Voilà. Nous faisons une ligne expérimentale hydrogène justement pour Pont-du-Château-et-Landes, pour que des gens de Pont-du-Château-et-Landes abandonnent leurs véhicules. Nous avons des parkings relais qui sont construits un peu partout pour que vous abandonniez votre voiture à l'entrée de la ville de Clermont-Ferrand et que vous puissiez ensuite vous projeter dans les transports publics. Et il y a des gens, ça marche énormément. Je pense au parking relais de la Margerie qui marche très très bien. Donc, il y a des gens qui ont changé leur comportement. Et puis enfin, nous rénovons l'ensemble des lignes de la sur le territoire métropolitain, pas simplement les 2 lignes structurantes, toutes les lignes de bus. Et avec les 21 maires, nous avons fait un travail. Nous avons présenté il y a quelques semaines à la presse et aux habitants ces lignes. Vous pouvez les retrouver sur le site de la SMTC, de la T2C, d'Inspire, etc. Vous avez les plans et dans ces lignes, il y a des nouvelles lignes. Hein, on est sorti d'un système en étoile où tout le monde convergeait vers Jaude pour repartir. Dans certains endroits, on a fait des lignes qui sont des lignes qui vont de ville voisine à ville voisine et ça va réduire, là encore, les bouchons en entrée de ville. Alors un message de Thierry qui nous dit que les PMR, donc personnes à mobilité réduite, et les seniors sont les grands oubliés des travaux. Alors c'est en partie vrai, je dois le reconnaître, parce que évidemment quand on est âgé, je me rappelle de cette lettre que j'ai reçue de cette dame des Balinvilliers, et je connais bien le quartier, c'est vrai qu'à 89 ans, quand on est soi-même en mobilité réduite, un peu âgé, il y a des endroits, c'est presque Koh-Lanta. Donc oui, il y a un moment où certaines personnes plus fragiles, notamment les personnes à mobilité réduite, personnes âgées, les parents avec des enfants dans des poussettes, les tout petits, c'est vrai que les travaux ne sont pas, comment dirais-je, très adaptés. Pourtant, nous essayons, je pense que si tout le monde l'observe bien, c'est qu'on fait des moitiés de rue pour laisser toujours un trottoir libre. Et puis ensuite, on a fini la moitié de rue, on fait l'autre moitié de rue. Donc les ingénieurs, depuis longtemps, les spécialistes des voies publiques, tous les gens qui travaillent sur ces réseaux, ça fait très longtemps qu'ils ont intégré ça. Et moi, j'ai le sentiment plutôt, même s'il y a des ratés, même s'il y a des endroits, je pense que Balinvilliers vraiment est un mauvais exemple, parce que là, aujourd'hui, tout est en difficulté. Mais globalement, je n'ai pas de retour. Je trouve qu'on fait plutôt les travaux vite, plutôt proprement, plutôt bien, avec des solutions à chaque fois qu'on le peut. Mais effectivement, une situation de travaux dans une voirie, ce n'est pas la voirie quand elle sera neuve et où tous les problèmes seront réglés. Alors, une question de Thomas. Pourquoi le trafic place de la Poterne n'est pas stoppé à côté de la mairie? Vous habitez par là? Le trafic place de la Poterne? Oui, n'est pas stoppé. Stoppé par? Qu'il n'y ait pas de circulation. Pourquoi on n'en fait pas? Pourquoi on n'arrête pas le trafic place de la Poterne, en fait? En fait, d'abord, il y a un parking souterrain. Et il est très important puisque c'est l'endroit où on monte sur... Ah, le trafic, ce n'est pas le trafic de voitures. Si. Non, à mon avis, c'est le trafic de drogue. Ah, le trafic. Excusez-moi, trafic de drogue. Pas, moi, j'étais encore dans la circulation. Oui, on était tellement focalisé sur la circulation, donc je retire complètement ce que j'ai dit. Donc on parle du trafic de drogue. C'est bien le trafic de drogue. À la place de la Poterne. Ah oui, là, il n'est pas qu'à la place de la Poterne. D'abord, les policiers interviennent très souvent. Il y avait encore la police municipale il y a moins d'1 heure, quand j'étais à mon bureau. Et donc, on y passe très régulièrement. Et la police municipale et la police nationale, on fait des opérations. Les jeunes sont d'ailleurs des fois désagréables, pour ne pas dire violents. C'est donc très, très, très incommodant. Je sais que les riverains, à juste titre, sont très excédés. Mais voilà, ils sont arrêtés, ils sont quelquefois condamnés, ils sont quelquefois relâchés. Moi, j'ai pour habitude de ne pas commenter les décisions de justice, mais je ne cache pas que quelquefois, je trouve qu'on devrait être un petit peu plus conscient de l'exaspération qui monte dans les populations et de la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui face à la drogue, qui est un fléau qui est devenu une mafia à Clermont-Ferrand. Et l'opération qui se déroule actuellement, au moment où je parle, dans Clermont-Ferrand, parce que le ministre et le préfet a beaucoup lobbyé pour que le ministre de l'Intérieur nous intègre dans les villes qui subissent l'opération, enfin qui vivent l'opération, pas subir, vivent l'opération Place Nette, est une bonne nouvelle pour notre ville. Et j'espère que nous aurons des retombées, puisque c'est un travail très concerté entre la ville, l'État, la police, la justice, Madame la procureure, etc. Donc nous essayons de combattre au jour le jour ces fléaux et ces trafics. Alors Victor vous demande, allez-vous régler le problème du parking du sommet de l'élevage?
Alors, je ne peux pas en parler aujourd'hui comme ça, parce qu'en fait, une partie du problème est liée à des débats de fonciers et de légaux et de droits avec un certain nombre d'acteurs que je rencontre. Je les ai rencontrés pas plus tard que la semaine dernière, et j'essaye de trouver une sortie de crise qui nous permettrait de trouver une solution. Et en même temps, Victor, oui, que je connais, je crois reconnaître, comprendra aussi qu'il n'y aura pas un parking permanent de milliers de places pour 1 ou 2 événements annuels. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on trouve des solutions partenariales avec la région, avec le sommet de l'élevage, avec la ville de Cournon, avec la métropole et avec quelques propriétaires fonciers qui sont sur ce territoire. Alors, je vous signale juste qu'on arrive au terme de notre rendez-vous et que c'est la dernière série de questions. Les randos auvergnats vous demandent pourquoi il n'y a pas de service minimum quand il y a grève dans les cantines. Parce que le droit de grève est un droit légal et que si on faisait des grèves, je sais bien que dans une société qui rêverait qu'il n'y ait plus de grévistes, mais quand il n'y a plus de grévistes, il n'y a plus de droits sociaux acquis et qu'aujourd'hui, tous ces gens-là que nous sommes les héritiers de ceux qui se sont battus pour les congés payés, qui se sont battus pour ne pas faire des journées de 12 heures, qui se sont battus dans des grèves pour que les enfants n'aillent plus à la mine. Donc moi, je ne casserai jamais le droit de grève, il n'y aura jamais de service minimum. Voilà. Et de temps en temps, nous essayons d'accueillir quand les parents n'ont pas de solution, on n'est pas dans un truc complètement inhumain. Mais voilà, il y a les grèves. Les grèves sont fabriquées pour créer un rapport de force. Et pour créer un rapport de force, il faut que cela dérange. Si ça ne dérange pas, quand je vois comment ça dérange et comment les mouvements sociaux ont été traités ces 5 dernières années dans ce pays, je me dis que si on ne dérangeait pas, alors là, pour le coup, ça ne rendrait pas le gouvernement très attentif aux questions sociales. Donc oui, j'assume, je ne fais pas de service minimum dans les services de la ville quand ils sont en grève, c'est comme ça. C'est la défense de la démocratie sociale. Alors, donc nous sommes tous bénéficiaires par des grandes avancées qui ont été gagnées grâce à des grèves. J'aimerais qu'on s'en souvienne. Alors, Soupaya, qu'on a eu tout à l'heure déjà, comment allez-vous absorber le surcoût du stade de 30 millions d'euros ? En réalité, ce surcoût, on l'a calculé, on avait un projet d'investissement pluriannuel. On est capable aujourd'hui de l'absorber. L'endettement va augmenter un petit peu plus. Voilà. Pas de projet, d'autres projets dans aucune autre politique en matière d'investissement ne paiera à la place du grand stade. Il n'y aura pas de suppression. Et donc, nous allons passer une année un peu plus difficile, mais nous arriverons à le faire. Je voudrais rappeler, je sais que le stade devient un totem, parce que certains pensent qu'il ne faut pas de stade. De quel droit ils imaginent, eux, qu'il ne faut pas de stade ? Peut-être parce qu'eux, ils n'aiment pas le sport, pas le foot. Moi, je ne fais pas la ville que j'aime, parce que sinon, vous seriez tous très malheureux. Mais je rappelle que des augmentations, il y en a dans tous les bâtiments aujourd'hui, sur tous les marchés. Dans les bâtiments, pas dans le VRD, hein, pas pour Inspire, justement. Très intéressant. Il n'y a pas eu d'effet. On est rentré dans les clous sur Inspire, même un peu moins que ce qu'on avait budgété, par exemple. Donc voilà, les 3 millions qu'on économise sur Inspire, ils vont nous aider à faire le surcoût du stade. Et en tout cas, donc ça, c'est des grands débats macro que nous voyons avec nos financiers. Et en tout cas, sur ce qu'on appelle le VRD, c'est-à-dire les voies, les tuyaux, voilà, tout ça ne subit pas d'inflation. Et dès qu'on est sur du bâtimentaire, il y a une inflation, notamment sur des lots très particuliers, les charpentes, la menuiserie, etc. Et donc, les augmentations que nous avons connues, que nous connaissons actuellement sur le stade, nous les avons connues sur la bibliothèque. Je crois que la région les connaît sur le FRAC. Je crois même que si on cherchait, toutes les collectivités locales qui travaillent dans le périmètre autour de la métropole ont ces mêmes effets. Et donc, je trouve toujours un peu étonnant, sauf à croire qu'en fait, ce n'est pas trop le coût du stade qui embête, mais c'est comment on pourrait s'opposer à Olivier Bianchi. Je rappelle que le stade, il a été voté par le Conseil métropolitain et que quand une délibération est votée, mon rôle, c'est de la mettre en œuvre. Notez-la vous demande qui est responsable de la dette du CCAS. J'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer. C'est des causes extrêmement multiples. D'abord, je redis, pour que vous soyez bien au clair, et là aussi, vous pouvez vous renseigner pour vérifier ce que je raconte, tous les CCAS de France traversent des difficultés. Les services d'aide à domicile dans certaines villes ont été fermés
totalement, irrémédiablement, unilatéralement par les maires. Au Havre, par exemple, ou à Angers, je crois. Donc, il y a comme ça des situations que nous traversons tous. Il y a une crise parce qu'il y a une paupérisation. Il y a une crise parce qu'il y a un vieillissement de la population. Il y a une crise parce que les gens qui arrivent dans nos EHPAD sont de plus en plus malades, ils y arrivent de plus en plus tardivement, parce que nous avons réussi collectivement, avec de nombreux dispositifs publics, à maintenir le plus longtemps possible les habitants dans leur maison. Quand ils arrivent en EHPAD, ils sont souvent ultra médicalisés, voire très malades, et notamment beaucoup de cas Alzheimer. Et ces gens-là coûtent beaucoup plus cher et demandent des personnels de plus en plus, comment dirais-je, professionnels, médicaux, connaissant des compétences qui coûtent plus cher et qui sont plus difficiles à trouver. Par ailleurs, il y a eu le Covid. Et donc ce Covid a entraîné, à un moment donné, une fragilisation de l'économie générale des choses. Enfin, il y a eu aussi, il faut le reconnaître, des choix qui n'ont pas été de réforme d'organisation du travail, des recours très importants à l'intérim, puisque nous étions dans le quoi qu'il en coûte. Je rappelle qu'il faut toujours regarder les choses dans leur contexte. Quand nous avons traversé le Covid et que des gens mouraient dans les EHPAD en France et que nous étions tous enfermés devant nos télés, nous étions tous d'accord pour qu'il y ait le quoi qu'il en coûte. Et donc nous avons mis en œuvre des dépenses pour maintenir un minimum pour nos aînés de conditions correctes. Et donc, en réalité, le déficit chronique, parce qu'il y avait déjà déficit, mais il était acceptable puisque c'est un service public et que, je le redis, je ne suis pas là pour faire de l'argent avec ces outils. Mais le déficit s'est creusé. Alors la première année, on a considéré qu'il y avait un problème lié au Covid et que les choses allaient revenir dans l'ordre. La deuxième année, le déficit s'est encore creusé. Nous avons commencé à nous dire que réellement, les choses pouvaient être plus structurelles, et en tout cas qu'elles allaient devenir structurelles, même si elles étaient en partie sur une conjoncture. Et on a, la troisième année, décidé de prendre à bras-le-corps, et c'est tous les audits, les prises de décision que nous avons faites, qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, depuis 6 mois que nous travaillons, grâce aux moyens de la ville, qui est une ville qui est bien gérée, nous avons ramené le déficit prévisionnel de 10 millions d'euros, qui était un déficit cumulé sur 2 ans, à 6 millions. Donc c'est un premier début, on va continuer à y travailler. Et donc voilà les raisons. Je rappelle que nous avions, dans le quoi qu'il en coûte, l'État nous avait promis de l'argent, le Ségur, que nous n'avons pas touché dans les collectivités locales. Alors, une question de Vinciane par mail. Vous aviez promis de mettre en place une navette pour accéder à l'hypercentre. On ne voit rien venir. Oui, eh ben c'est dès ce mois de juillet, Vinciane, il y aura, je suis content de vous l'annoncer, vous allez avoir arrivé dès cet été la navette qui va faire le tour des grandes rues que nous appelons la butte, hein, Vercingétorix, Balinvilliers, Renoux et tout ça. Alors, on arrive à la dernière question d'Alex Flex par mail. J'habite Auvergne, les corbeaux et corneilles sont une véritable nuisance pour les habitants et nos voitures. Pouvez-vous élaguer les arbres? Et je vous demanderai, dans la continuité, de nous faire une conclusion de cet entretien. Écoutez, cette question, elle m'amène à une réflexion que je veux partager avec vous tous, et peut-être que nous devons aussi comment dirais-je, conduire collectivement pour vivre ensemble. Quand j'abats des arbres parce qu'ils sont malades, je suis un maire, un très mauvais maire. Et les réseaux sociaux se font, comment dirais-je, sont à gorge déployée pour me critiquer. Quand je ne les élague pas, je suis un très mauvais maire. Et donc, il y a des gens qui veulent des arbres. Et donc, si on a des arbres, ben, on a de l'écosystème. Et donc, si on a un écosystème naturel, ben, on a des oiseaux. Et si on élague tous les arbres, il y a des gens qui me disent c'est pas bien pour les arbres, ça les tue, donc ils sont malades. Et au bout d'un moment, on les abat. Voilà. On a tenté plusieurs fois, c'est une vieille histoire, de défaire les nids. On a même fait venir des prédateurs à l'époque pour essayer de chasser les corneilles. Tous les systèmes ont échoué. Donc on est dans une situation où, oui, il y a quelques endroits, parce que nous voulons des arbres et parce qu'ils sont grands, ils sont vieux, et nous avons des nids de corbeaux et de corneilles. Donc moi, je pense que la conclusion qu'on peut faire de notre débat, et au fond de cette question, et qu'on a vu en fil rouge pendant toute la... c'est que vivre ensemble, vivre dans une communauté qui est une ville, c'est faire société. C'est accepter de partager des espaces. C'est accepter que les outils que nous pensons indispensables,
la culture, les pistes cyclables, ou ceux qu'on aime moins mais que d'autres adorent, un grand stade, un tramway, sont absolument nécessaires et qu'il faut trouver un bon équilibre. Et donc, il faut que nous nous rassemblions. Il faut arrêter d'opposer les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, ceux qui habitent le centre-ville et ceux qui habitent les quartiers, ceux qui seraient des Clermontois de toujours et ceux qui seraient des Clermontois d'il y a quelques heures ou de quelques jours. Il faut arrêter, quand je lis que certains disent que je ne suis pas un bon maire, tout simplement parce que je ne suis pas né à Clermont-Ferrand, je m'excuse, oulala, mon Dieu. C'est vraiment... et donc, cessons ces agressivités, cessons de se tendre et de se diviser, retrouvons de la solidarité, de la fraternité, j'oserais le dire, un peu d'amour, un peu de respect de l'autre, un peu de bienveillance. Et surtout, prenons conscience que nous contribuons tous, et ce n'est pas simplement le maire, la mairie, les services, l'État, la police, qui concourent au bien-être collectif. C'est nous tous, en respectant notre voisin, en ne jetant pas nos ordures sur l'espace public, en ne criant pas à la sortie d'un bar pendant des heures sous les fenêtres de gens qui doivent travailler le lendemain et qui ont des enfants en bas âge qui n'arrivent pas à dormir, en acceptant de rouler moins vite pour aller au travail, en acceptant de partager l'espace public et de ne pas se garer sur les trottoirs pour empêcher les vélos de rouler sur les pistes cyclables. Je pourrais faire une liste à la Prévert. Je le dis à tous, si nous nous rassemblons tous ensemble, si nous respectons plus l'autre, alors vous verrez, nous vivrons mieux et tout ne sera pas résolu par le maire comme une sorte de magicien qu'il n'est pas. Alors, merci M. Bianchi pour ces réponses et ces explications. Sachez que plus de 110 questions ont été posées, certaines plusieurs fois. Je vous invite pour les replays à aller sur les Facebook de la ville, de la métropole et de Monsieur le maire. Pour les contacts et pour d'autres questions, vous pouvez envoyer vos questions sur contact@ville-clermont-ferrand.fr. Et pour tous les soucis de voirie, je vous propose d'aller sur Proxime Cité au 0800 300 029. Voilà, merci à tous, bonne soirée, merci à vous. Bonsoir.